Les députés de l'Assemblée législative de transition ont examiné et adopté en séance plénière le projet de loi portant institution du comité de veille et de développement. La loi portant ratification. Nous au 31-14. Coris Assurance, l'assureur qui rassure. Adopté. Et puis le ministre en charge de l'énergie a visité les centrales électriques de Zaktouli, Komsilga et Kosodo, une sortie terrain qui vise à encourager le personnel qui assure la fourniture de l'énergie, particulièrement en cette période de forte demande. Et puis en sport, les huitièmes de finale de la Coupe du Faso se sont tenus ce week-end. Canon du Sud, équipe de Ligue 2, s'est opposée à Sanitas en Ligue 1 pour une place en quart de finale. On fait le point en fin d'édition. Bonjour et merci de suivre le 13h de True TV. Réunis en séance plénière ce week-end, les députés de l'Assemblée législative de transition ont passé au paille fin deux projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant institution des comités de veille et de développement dont l'objectif est d'organiser les populations afin qu'elles participent au processus de développement. Le deuxième projet de loi, lui, porte sur la ratification de l'accord signé en 2021 portant financement de la construction du centre hospitalier régional universitaire de Gawa. Abdourahim Yeye. Adopté à l'unanimité des 67 votants du jour à l'Assemblée législative de transition, cette loi permet l'installation de comités de veille et de développement dans toutes les localités du pays. L'institution de ce comité vise à inclure tous les Burkinabés dans le processus de sécurisation et de développement. Le ministre en charge de l'administration territoriale explique qu'il s'agit de permettre à chaque village de se réunir et trouver des solutions endogènes à leurs préoccupations. Le colonel Boukari Zungrana soutient que c'est un travail de volontariat et apolitique. C'est l'ensemble des résidents d'un village qui forment le COVED, Comité de veille et de développement. Mais il y a un bureau qui est mis en place et ce bureau qui est mis en place là, il y a des conditions. Nous avons dit que dans le bureau, nous ne voulons pas que ce soit des gens qui font de la politique. Ne pas faire de la politique, ne pas être dans des organisations qui vont contre les intérêts du village. Parce que ce que nous voulons, c'est que ce soit des gens, un regroupement des résidents du village qui définissent des objectifs pour le bien-être du village, aussi bien en matière sécuritaire qu'en matière de développement. Donc ça, ce n'est pas lié à un parti politique. Le ministre a rassuré que l'installation des comités de veille et de développement met fin à l'existence de toute autre structure ayant les mêmes prérogatives comme les CVD, comités villageois de développement. Aussi, le colonel Boukari Zungrana affirme que ces comités sont différents des VDP. Les COVED, autant ils leur enseignent, autant ils font de la sécurisation, autant ils font le développement. Et là, les COVED ne sont pas armés, alors que les VDP sont armés. Les VDP sont supervisés, encadrés par les forces de défense et de sécurité, alors que les COVED sont au niveau du village, sont pratiquement autonomes parce qu'ils s'organisent et ils font des comptes rendus ou des rapports soit au préfet, soit au conseil municipal. L'Assemblée législative de transition a également adopté à l'unanimité un projet de loi portant ratification de la convention de financement de la construction du centre hospitalier régional universitaire de Gawa. Le ministre en charge de la santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, s'en félicite. C'est un hôpital qui va bénéficier d'un scanner 64 barrettes donc de haute qualité. Nous aurons aussi d'autres équipements de pointe au niveau des services de pneumologie, de neurochirurgie. Nous aurons aussi la construction d'une centrale de production d'oxygène et aussi un centre de traitement des déchets biomédicaux. Et donc pour nous, il s'agit aujourd'hui d'une grosse avancée dans l'offre de soins de qualité et sécurisée pour les populations de la région du Sud-Ouest.
Le projet est prévu durer 3 ans à compter de 2023. Le ministre de la Santé rassure que les études sont déjà en cours et le gouvernement met tout en œuvre afin que les délais soient respectés. 4 mois après la suspension de Radio France Internationale RFI, le gouvernement burkinabé a ordonné ce lundi 27 mars la suspension de la diffusion des programmes de la télévision française France 24 au Burkina Faso, une décision qui, selon le communiqué du gouvernement, fait suite à une interview accordée au chef terroriste d'Al-Qaïda le 6 mars dernier. Le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, que nous avons rencontré ce matin, affirme que le gouvernement entend assumer pleinement cette décision de suspension. Michael Tougri et Amadou Bourema. Mais le 1er mars dernier, par le Conseil supérieur de la communication, pour atteinte à la loi, à l'éthique et la déontologie, la chaîne de télévision française France 24 sera finalement suspendue. Dans un communiqué en date du 27 mars, le gouvernement burkinabé a décidé de la suspension de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national. Cette suspension fait suite à une interview du chef d'Al-Qaïda sur les antennes de France 24. Pour le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, à travers cette interview, la chaîne de télévision française participe ainsi à la légitimation du message terroriste. Ce sont ces mêmes groupes qui tuent, qui pillent, qui violent, qui humilient nos communautés, et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'un média ouvre ses antennes à ce discours de haine, à ce discours de division. Le groupe France Média Monde reste sur cette trajectoire, ce qui nous amène à être suspicieux quant à la logique qui gouverne le traitement de l'information dans ces médias. Nous sommes fondés à penser qu'il y a sinon une connivence, du moins une volonté aujourd'hui, on ne sait pour quelle raison, d'accréditer en tout cas une cause aujourd'hui qui nous vaut tellement de souffrance dans nos pays. Selon le ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, le gouvernement burkinabé assume pleinement cette décision de suspendre la chaîne française France 24. Depuis la diffusion de l'interview, le dossier est suivi par le Conseil supérieur de la communication, mais malheureusement, selon le porte-parole du gouvernement, aucune convention ne lie la chaîne France 24 au CSC. C'est pourquoi, selon Jean-Emmanuel Ouedraogo, cette décision de suspendre les programmes de la chaîne France 24 est prise par le ministère en charge de la communication. Il n'y a aucune convention qui lie France 24 de façon formelle au Conseil supérieur de la communication, ce qui signifie qu'il n'y a pas de cahier de charge formel qu'on puisse donc opposer à ce média. Et nous ne transigerons pas sur cette question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une guerre sans merci qui est engagée pour la reconquête de nos territoires, pour la restauration de la dignité de notre pays, pour que nos citoyens et nos concitoyens retrouvent leur village, retrouvent bien sûr leur localité, d'où elles ont été chassées, d'où elles ont été massacrées. Et donc dans ce combat-là, je pense que nous n'allons pas trembler un seul moment chaque fois qu'il faudra prendre une décision qui va dans le sens de la restauration de notre territoire. Il faut noter que la suspension de France 24 au Burkina Faso intervient après celle de Radio France Internationale RFI le 3 décembre 2022. Toutes les deux chaînes d'information appartiennent au groupe France Média Monde. Et à noter que dans un communiqué, la chaîne de télévision France 24 dénonce la décision du gouvernement burkinabé associant la chaîne à une agence de communication pour les terroristes. La chaîne française rappelle par conséquent son attachement à la liberté d'informer comme au travail professionnel de ses journalistes. Et dans la Une mission de la CEDEAO en séance de travail à Ouagadougou. Cette délégation a effectué une visite terrain pour s'imprégner des réalités que vivent les populations burkinabées en cette période. À la date du 31 janvier 2023, le nombre de personnes déplacées internes est passé à 1 938 792. Ces réalités ont fait l'objet d'échanges avec le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Et au sortir des travaux, un rapport doit être élaboré et soumis par
par la suite aux autorités de transition. Suivons cet extrait de la directrice des affaires humanitaires et sociales de la commission CEDEAO au micro de Mamidriana Kamabou. I will not preempt the outcome of our meeting. The situation is complex. The situation is dynamic. Pour le moment, je ne peux rien dire de ce qui va être fait concrètement, parce que la situation elle est complexe et elle est dynamique. Et le gouvernement, les partenaires et les communautés hautes font beaucoup d'efforts. Et la mission a été sur le terrain et ils ont vu ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc ces partenaires, le gouvernement font des efforts pour essayer de répondre, d'adresser la situation. Donc un rapport sera fait à qui de droit. Et en cas des impressions, le rapport contiendra donc les impressions de la mission. Voilà. Et il s'en suivra naturellement des recommandations et une suite certainement sera donnée. La mission est là au nom donc de la CEDEAO pour exprimer et témoigner de sa solidarité à l'endroit du gouvernement et du peuple burkinabé. Et également, ils vont continuer à plaider pour davantage de ressources avec d'autres partenaires pour faire face à la situation. Et enfin, elle rassure que la CEDEAO, donc à travers la mission, reste engagée aux côtés du Burkina Faso pour faire face à la situation. With our recommendations and submit to our authorities who will take decision on the next steps. S'assurer de la fourniture en électricité au profit des populations en cette période de forte demande, c'est l'objectif visé par le ministre en charge de l'énergie Simon-Pierre Boussim qui a visité les centrales électriques de Zaktouli, Komsilga et Kosodo. Le ministre a pu constater les installations des différentes centrales et a également pu toucher du doigt les efforts consentis par les travailleurs afin d'assurer la fourniture d'énergie. Sur place, le ministre a aussi échangé avec les techniciens sur les dispositions prises pour faire face à cette période de chaleur. Images et commentaires avec Abdourahim Yeye. Visite nocturne du ministre en charge de l'énergie ici à la centrale thermique de Kosodo. Objectif, constater et encourager l'équipe de la Sonabel engagée pour fournir l'électricité au Burkinabé. Ici, les machines tournent à plein régime. Bien avant ce site, le ministre Simon-Pierre Boussim et sa délégation ont visité successivement la centrale électrique de Zaktouli et la centrale thermique de Komsilga. Le ministre Boussim a félicité les agents sur le terrain. Vous savez qu'en cette période de canicule, la question énergétique est très cruciale. Les gens en demandent énormément. Du coup, nous avons voulu effectivement faire cette sortie pour voir donc les installations et toucher du doigt les efforts que les travailleurs consentissent chaque jour, jour et nuit, afin donc d'assurer ce service, cette fourniture d'énergie pour le bonheur de la population. Le directeur général de la Sonabel rassure que la production de ces centrales, en plus de l'interconnexion, permet de couvrir la demande. Mais en cas de panne, la fourniture en électricité sera certainement perturbée, d'où la nécessité pour les équipes d'être aux aguets, confie Daniel Sermé. Le personnel donc a été mis à disposition pour que, en cas de défaillance des unités de production, ils puissent réagir à temps. Sinon, nous avons un ensemble de possibilités d'approvisionnement, mais c'est un équilibre qui est assez précaire. Donc, dès qu'il y a une défaillance sur une ligne d'interconnexion, ça crée des perturbations et nous faisons tout ce qui est nécessaire pour rétablir, en tout cas dans un délai assez rapide, l'électricité pour les abonnés. Au regard de cette précarité, les premières autorités en charge du département de l'énergie invitent les populations à utiliser de manière rationnelle les ressources en énergie en cette période de forte demande.
Le système d'inspection du travail a permis de contrôler 1853 établissements, toucher plus de 37 600 travailleurs et constater plus de 100 000 infractions. C'est ce qui ressort du rapport général annuel 2021 sur les activités des services d'inspection du travail. Quelles sont les infractions et les conflits les plus fréquents dans les entreprises burkinabais et quel rôle joue le système d'inspection du travail pour résoudre ces problèmes? Eh bien, nous nous sommes intéressés à la question et voici des éléments de réponse dans ce reportage signé Fatima Tanikema. Présents dans les 13 régions du Burkina Faso, les services d'inspection du travail ont entre autres missions le contrôle des entreprises, l'enregistrement des déclarations d'accidents de travail et de maladies professionnelles et le règlement des conflits de travail. Dans l'accomplissement de ces missions de contrôle courant l'année 2021, ces services ont dénombré plusieurs types d'infractions, dont les principales sont l'absence de carte de travail et de visite médicale dans les entreprises. Selon l'inspecteur du travail Pio Daouda Ouattara, ces missions de contrôle ont révélé que plusieurs entreprises burkinabais ne respectent pas ces obligations. Et à côté de ça, il y a l'absence de délivrance de bulletins de salaire. Délivrer un bulletin de salaire pour un travail à la fin du mois, c'est une obligation qui pèse sur l'employeur. Mais on se rend compte dans lors des contrôles que certaines entreprises, beaucoup d'entreprises ne délivrent pas. Et quand c'est comme ça, maintenant, on peut aller à des sanctions. Et ensuite, il y a la question de la sécurité sociale. Soit c'est la déclaration à la CNSS qui n'a pas été effectuée. Il faut rappeler que lorsqu'on embauche un travailleur, on a 8 jours pour le déclarer à la CNSS. Donc l'infraction peut porter sur l'absence de déclaration ou encore même l'absence même du paiement des cotisations sociales. La personne peut être déclarée, mais l'entreprise ne paye pas les cotisations. Au-delà de la mission de contrôle, il incombe au système de l'inspection du travail de régler les conflits de travail. À la date du 31 décembre 2021, ce sont plus de 5 000 conflits de travail qui ont été traités par les services d'inspection du travail. Il ressort du rapport que nous avons pu au moins résoudre totalement 2825 conflits. 2825 conflits ont été traités totalement au niveau de l'inspection. Cela veut dire que le problème n'est plus allé au tribunal encore, ça a été géré clairement à l'inspection du travail. Par contre, il y a des dossiers qui ont été gérés partiellement parce que les parties ne sont pas obligées de s'entendre sur tous les aspects. Dès lors qu'il y a des aspects qui ne font pas l'objet d'entente devant l'inspecteur du travail, cette partie fait l'objet d'un PV de non-conciliation qui est envoyé au niveau du tribunal. C'est ça qui permet de saisir même le tribunal du travail. Et c'est au tribunal du travail de trancher. L'inspecteur du travail, lui, n'est pas habilité à trancher. Son rôle, c'est de tenter une conciliation entre les deux parties en conflit. Et dans la majorité des cas, ces conflits opposent des employés à leur employeur. Et à Daouda Ouattara de préciser que les usagers viennent aussi souvent pour bénéficier de conseils quand ils font face à une situation ou pour dénoncer des situations dans des entreprises. Dans ce cas de figure-là, l'inspection est tenue de garder pour confidentiel en fait l'identité de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les plaintes et ils voient comment traiter ces plaintes-là. C'est des dénonciations par rapport à des situations qui se passent au sein des entreprises. Voilà. Et à côté de ces usagers encore, il y a ceux-mêmes qui viennent pour qu'on règle en fait un problème qui existe entre eux et puis leur employeur. C'est-à-dire les conflits de travail. Notons que le nombre de conflits individuels a connu une hausse de 22,16% comparativement au chiffre de l'année 2020 qui était de 4178 conflits. Et ce n'est pas fortuite. Cette augmentation reflète au-delà des autres difficultés les conséquences des crises sécuritaires et économiques que traverse le pays. Il y a des entreprises qui n'arrivent plus encore à fonctionner comme avant. Forcément, il va s'en suivre en fait des licenciements ou bien des fermetures même d'établissements. Et donc ces cas ne font que renflouer en fait le nombre de plaignants au niveau des inspections du travail. Et encore, cette situation d'insécurité aussi fait que les services d'inspection du travail n'arrivent plus à couvrir en fait les ressorts territoriaux comme ils le faisaient par le passé. Parce que quand on parle d'une direction régionale, une inspection du travail, il y a plusieurs provinces. Quand je prends la région, quand vous prenez les nombres de contrôles au niveau du rapport, vous allez voir que la région du centre-nord est carrément la dernière des régions en termes de contrôle. Difficulté de se déplacer dans les zones à fort défi sécuritaire, mais aussi manque de moyens roulants conséquents pour les inspecteurs du travail. Selon Pio Daouda Ouattara, il faut également plus de moyens pour que les services d'inspection du travail se rapprochent davantage des populations, car un seul service par région devient de plus en plus insuffisant.
Le réseau panafricain des relèves de demain a tenu ce 24 mars une conférence publique au profit de ses membres et des étudiants de l'université Joseph Kizerbo. Les échanges ont tourné autour du panafricanisme et du fédéralisme, et pour développer ces deux thématiques, le docteur Olo Pépin Ien, politologue, ainsi que le docteur Ousseini Ili étaient face à l'assistance. Nadine Zongo. Panafricanisme et fédéralisme, c'est le thème qui réunit ici ces étudiants. Un thème qui tire sa source de la dernière rencontre des chefs de la diplomatie du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée, qui annonçait un projet de fédération entre ces trois pays. Ce projet, selon le professeur Ousseini Ili, est complexe et se heurte à des difficultés non négligeables, a-t-il expliqué face à l'assistance. C'est un engagement très important, puisque ce sont des pays qui vont abandonner leur souveraineté au profit d'une nouvelle entité. Ce qui exige que, naturellement, il faut que les populations soient consultées. Donc ça, c'est un premier obstacle. Et ensuite, il y a des questions pratiques. Et comme on l'a soulevé pendant le débat, les questions sur la capitale, le choix des dirigeants, la rédaction d'une nouvelle constitution. Donc les questions pratiques, ajoutées au fait que ça semble être une fédération qui a été décidée juste par réaction, mais pas de manière réfléchie, naturellement. Et cela ajouté au temps dont dispose la transition, qui est en principe de moins de 2 ans à l'heure actuelle, c'est clair que c'est quelque chose qui est quasi impossible, sinon impossible. La transition, selon le professeur Ousseini Ili, n'est pas vraiment le moment propice pour la mise en place d'un tel projet. La fédération de ces trois pays doit être bien réfléchie et ne doit pas venir des dirigeants uniquement. Elle doit être une aspiration réelle des populations pour qu'elle ait une base solide. Aussi, faudra-t-il trouver les réelles raisons de la fédération en question. Le sociopolitologue Olo Pépin Ien, qui a développé le sujet du panafricanisme et établi le lien entre le fédéralisme et le panafricanisme à cette rencontre, propose d'aller vers la confédération d'États avant d'évoluer vers la fédération, ce qui est aussi une forme de panafricanisme. La confédération d'États, c'est une association entre des États pour atteindre des buts collectifs, pour se ménager un destin commun. Et je me dis que cette confédération est assez souple et peut-être une étape vers le fédéralisme, vers des États fédérés. Voilà. Mais aller directement dans un État fédéral, ça demande beaucoup plus d'efforts, voilà, ça demande beaucoup plus d'investissement. Même pour l'heure, il est possible de mettre en place une association d'États. Voilà, une association d'États comme prélude à une grande fédération qui pourrait naître et se donner le temps maintenant de consolider les bases, surtout au niveau communautaire, pour maintenant pouvoir aller à une vraie fédération le jour où les peuples vont estimer le moment venu pour mettre ça en œuvre. Le débat sur le thème de fédéralisme et panafricanisme a duré plus de 2 heures dans l'auge et a intéressé ses participants qui n'ont pas hésité à apporter leur contribution. L'objectif de cette conférence publique est de permettre aux étudiants de maîtriser les différentes notions abordées. L'initiative est du repère, le réseau panafricain des relèves de demain. Dans le cadre de sa 19e journée de partage et d'appui à la scolarisation, l'association Dalobé a fait un don de vivres et de kits scolaires d'une valeur d'1 500 000 francs CFA au profit des élèves de l'école primaire Gampela A. Cet établissement est l'une des écoles de la commune rurale de Samba qui accueille des supplétifs d'élèves dus au mouvement des populations des zones en crise. L'association Dalobé veut à travers ce geste soutenir les 200 élèves déplacés internes. Alexis Wenkouni Belemnaba. Vaincre la pauvreté par le partage, le travail et la générosité, c'est l'idée qui sous-tend cette action de bienfaisance de l'association Dalobé. Une tonne de vivres et de kits scolaires d'une valeur de plus d'1 500 000 francs CFA offerts aux élèves de l'école primaire Gampela A, l'une des écoles qui accueille des supplétifs d'élèves dus au mouvement des populations des zones en crise. Cette organisation associative veut, à travers ce geste, soutenir les parents qui n'arrivent pas à octroyer des kits scolaires à leurs enfants, ni à pourvoir à leur alimentation. Les personnes déplacées internes, qu'on appelle maintenant des EDI maintenant, les élèves des déplacés internes, qui sont venus accroître les effectifs des écoles, dont nous avons pris contact avec le secrétariat technique en charge de l'éducation en situation d'urgence, pour savoir où est-ce que nous pourrons aller accompagner les parents qui sont venus les mains vides et qui sont dans l'obligation de scolariser leurs enfants pour essayer de contribuer avec un minimum afin qu'ils puissent accompagner les enfants dans l'alimentation et pour la scolarisation. Et c'est ce qu'ils nous ont identifié Gampela
et nous y sommes aujourd'hui. Gratitude est traduite par le chef de la circonscription d'éducation de base de Saba. Pour Pierre Isidore Zombré, la circonscription d'éducation de base de Saba 1 accueille environ 400 élèves déplacés internes et l'école primaire Gampela A à elle seule plus de 200 élèves déplacés internes. Sentiment de gratitude à l'endroit d'Alobé, qui est une association partenaire qui a bien voulu en tout cas nous gratifier de vivres et de fournitures scolaires pour nos enfants déplacés internes qui vraiment vivent une situation de précarité. Et donc nous ne pouvons que nous réjouir et lancer un appel strident à d'autres partenaires aussi pour venir aider ces enfants vulnérables et ces enfants en situation difficile. C'est en marge de la 19e journée de partage et d'appui à la scolarisation de l'association d'Alobé que cette action est initiée. L'idée est d'encourager les élèves déplacés internes, malgré le contexte sécuritaire difficile, à la persévérance dans la recherche du savoir pour mieux affronter les défis et encourager les parents et les enseignants dans leur dynamique d'inculquer le savoir aux jeunes. Sport pour clore ce journal, les huitièmes de finale de la Coupe du Faso se sont tenus ce week-end. Canon du Sud, équipe de Ligue 2, s'est opposée à Salitas en Ligue 1 pour une place en quart de finale. Les Colombes de Ouaga 2000, éliminés l'année dernière en 16e de finale, se devaient à tout prix de passer ce tour grâce à un pénalty transformé par Salif Bagaté. Ils retrouvent les quarts de finale à Sami Thiemtoré. Cette rencontre a débuté timidement en première partie avec un jeu décousu de part et d'autre. La seule situation dangereuse arrive suite à cette frappe tendue de Abdulaziz Ilboudo de Canon du Sud. C'est en seconde période que Salita se retrouve et se signale en premier avec cette tentative de Saban Kaboré. Dans la foulée, suite à cette entrée de touche, Abdulaziz Ilboudo de Canon du Sud manie le ballon dans la surface de réparation. Sans conteste, l'arbitre indique le point de pénalty. Salif Bagaté ouvre la marque et inscrit du même coup son 13e but de la saison. À la suite, Canon du Sud passe à côté de l'égalisation suite à cette tête de Rufin Zio. En fin de rencontre, Salif Bagaté déclenche une frappe et oblige Bouffon Gokon, le portier de Canon du Sud, à se déployer pour sauver sa cage. Score final 1-0 pour Salitas qui retrouve les quarts de finale Dame Coupe après être éliminé en 16e de finale l'année dernière. C'est bon d'apprendre d'abord en match de coupe. Je pense que ce n'est pas le beau jeu qu'on cherche. L'essentiel d'abord c'est de se qualifier. Voilà, je pense que le message a passé, on s'est qualifié, on rend grâce à Dieu. Franchement, on a joué en dessous de la moyenne. Salitas était méconnaissable ce soir. Voilà, bon, je pense qu'on a pris note et pour les prochains matchs à venir, très rapidement, on va corriger. Canon du Sud éliminé de la compétition conteste le pénalty sifflé par l'arbitre. Selon l'entraîneur, Salita se qualifie grâce à une faute arbitrale. Merci bien, je pense que tu es en train de tirer le mot. Est-ce que c'est une erreur ou bien c'est une erreur d'arbitrage ou bien... Vous voyez bien que le joueur a monté le ballon des pieds et pas de la main. Mais l'arbitre, comme tout, il est inné aussi, ils peuvent commettre des erreurs. Sinon vraiment, ce n'est pas un pénalty de qualité. Ce n'est pas en difficulté, c'est Salitas qui est sous pression. Nous sommes une équipe, on veut vraiment gagner. On veut gagner, mais pas au moins pas de cette manière. Et Salitas devrait gagner aussi d'une bonne manière, pas de cette manière aussi. Salitas en quart de finale connaîtra son adversaire après le tirage au sort. Et justement, retrouvez ce soir à 20h40 en direct sur Trui TV le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Faso 2023 à travers votre émission sportive Sport 3. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable après-midi à toutes et à tous.